Bienvenue à Info TV Laval. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Cette semaine, nos chroniqueurs favoris sont de retour. Nicolas Vincent Poirier nous parle du film The Green Book, gagné des Oscars. Michel-Olivier Marcoux nous parle de l'investissement éthique de plus en plus tendance. Vicky Volikakis, chronique vin, donc toujours des beaux produits disponibles à la SAQ. Caroline Lessard avec Alex Hadou, chronique immobilière. Comment améliorer son crédit et le prix demandé versus la valeur réelle. Donc, super important. Nous avons aussi des invités de Allo Prof. Cybelle Olivier nous parle de Festival en Lumière. Nous avons aussi Jean-Jacques Lapierre avec son invité Claude Larochelle qui nous parle de son parcours. Alors, êtes-vous prêts? On y va. Donc, 4, 3, 2... Pour la chronique sortie, on y va avec Cybelle Olivier. Salut, ça va? Ça va, toi? Ouais, bon retour cette saison? Ben oui, merci. Bon retour, toi aussi. Ça fait un bout qu'on s'est vu. Ouais, écoute, les vacances, il fallait bien. Comme c'était forçant ce qu'on fait, mais bon. Bon, c'est correct. Alors, c'est cette divertissant. semaine... Pardon? C'est divertissant. Ben oui, toujours. En ce qu'on espère à la maison. Sinon, accrochez-vous. Ouais. On s'en vient. Donc, Montréal en lumière, tu viens nous parler de ça. C'est une 20e édition cette année. Mais il y a des trucs que les gens savent pas nécessairement. Ben que j'ai cette impression-là, moi, parce que j'ai un peu redécouvert le festival cette année, si on veut. Comme tu le dis, ça fait 20 ans que ça existe. Donc, il s'est passé plusieurs choses depuis le tout début. Et c'est vraiment un festival que j'encourage les gens à visiter parce que, bon, c'est un festival qui est créatif, c'est de l'art, de la culture, mais c'est aussi beaucoup de la gastronomie qu'on découvre dans ça. Ça, tu me surprends, parce que Montréal en lumière, on pense tout le temps à... C'est un festival d'hiver, ça se passe dehors, là. Mais, premièrement, ça vient d'où l'idée du festival Montréal en lumière? C'était quoi le but au départ? Bien, au départ, c'est que dans les années, à la fin des années 1990, Montréal est déjà établi comme étant, une ville de festival. On le sait, on connaît le festival de jazz, par exemple. Mais là, après ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre le Québec, Montréal, un peu plus attirant l'hiver? Parce qu'on le sait, en février et tout ça, il fait froid, on n'a pas le goût de sortir. En bon franglais, il fait frais. Bien, c'est ça. On a le Carnaval de Québec. OK, on connaît ça. Mais là, on s'est dit, on a besoin d'un festival qui va vraiment montrer la créativité de Montréal et de ses alentours. Là, on a confié ça à Alain Simard, qui est le même homme derrière le festival de jazz, derrière les Francopholies. Et lui nous a créé un beau festival qui est né finalement en 2000. Fait que là, depuis 20 ans, ça a lieu chaque hiver, chaque février, pendant 11 jours. Et on a réussi vraiment à créer un des plus gros festivals d'hiver au monde. Wow. Et, ça a dépassé même le mythe du Festival de Québec qui a longtemps été la grosse affaire. Exactement, parce que c'est un festival qui est très, très créatif dans toutes sortes de choses, dans 3 volets différents que, je vais vous présenter un peu à travers ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné et qui, maintenant, les gens ont envie de visiter Montréal l'hiver. Les Québécois ont envie de sortir de chez eux l'hiver aussi et c'est pas rien ça non plus quand même. Là. Ouais. Et puis, il y a un côté là, que tu m'as accroché l'oreille tantôt, le côté gastronomique de la chose. Parce que, on pense activité hivernale, on pense être dehors, on pense gros trucs typiques d'un festival hivernal, mais vraiment, il y a une emphase vraiment de plus en plus grande sur la gastronomie. Mais c'est ça, parce que déjà dans les années 2000, au départ, on avait mis l'accent là-dessus quand même. On avait invité des grands chefs à venir, à Montréal, à venir montrer leur art un peu. Mais c'est pas à ça qu'on pense en premier, parce que, on se dit Montréal en lumière, ce qu'on voit puis ce qu'on expérimente, c'est les activités extérieures, c'est, les constructions lumineuses, j'y reviendrai un peu. Oui, mais ça, c'est impressionnant, ça fait c'est impressionnant, c'est ça, puis c'est ce qu'on voit. Donc, on se dit, est-ce que est-ce que Montréal en lumière, c'est que ça? Eh bien non, il y a tout ce volet-là gastronomique qui est super impressionnant. Depuis le début des années 2000, là, c'est 575 chefs, des sommeliers, des spécialistes en bière, des conférenciers qui sont venus. Et donc, pendant cette période-là de 11 jours, on reçoit des chefs de peu près partout dans le monde qui sont renommés, qui sont étoilés, qui viennent travailler avec les chefs québécois. Il y a des chefs québécoises et québécois aussi qui nous montrent ce qu'ils font, qui viennent un peu partout au Québec, qui viennent nous montrer, comment travailler les produits du terroir, si on veut. Et finalement, on peut, pour pas beaucoup de sous, assister à plein d'activités culinaires différentes et à faire un peu le tour du monde en 11 jours, si on veut. Là. Ça, c'est intéressant, parce que c'est des grands chefs du monde qui viennent collaborer d'une certaine façon avec les talents d'ici. Là, on a des explosions dans la bouche, c'est garanti. Ben oui, il y a des chefs québécois qui les invitent à venir travailler dans leur restaurant. On a différents types d'activités. Comme je disais, il y a des conférences qui un peu nous tiennent au goût du jour des tendances alimentaires et tout ça. Ensuite, on peut assister, on peut faire des ateliers nous-mêmes. Ou sinon, on peut se promener
emmené dans plusieurs restaurants de Montréal où, bon, il y a les chefs invités qui viennent faire leur menu spécial et ça coûte pas très cher. Et en fait, on expliquait que grâce à ça, mais Montréal, c'est devenu une capitale gastronomique, en particulier grâce à ce festival-là. Moi, c'est une partie que je connaissais pas ou peu. Moi, je savais pas que c'était grâce en partie à ce festival-là. Je savais qu'on était une plaque tournante de la gastronomie mondiale. Il y a plusieurs grands chefs qui font le tour du monde, qui viennent goûter nos petits trucs, là. Bien, c'est ça, mais maintenant, depuis 20 ans maintenant, on a accueilli tellement de chefs que non seulement eux repartent avec une partie de notre culture, mais nous, on l'intègre aussi dans nos restaurants, dans nos idées. Alors, c'est vraiment ce qui permet à Montréal un peu d'exploser dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller découvrir le festival, parce que ça vous permet, peut-être qu'il y a des grands chefs ou des restaurants que vous aimeriez découvrir un peu partout dans le monde, mais bon, ça coûte cher à voyager, on s'entend. Ouais. Mais là, vous avez la chance, pendant l'hiver, de vous réchauffer un peu puis de découvrir ça ici. Puis, il n'y a pas juste la gastronomie, il y a aussi une explosion gastronomique, mais une explosion de tout ce qui est artistique. Là. Vraiment, là, ça explose. Montréal en lumière, ça punch fort. Puis cette année, c'est pas une exception. Exact, c'est ça. Puis c'est pas à négliger non plus parce que le volet artiste, le volet culture est très, très impressionnant aussi. Bon, mis à part tout ce qui est spectacle, humour et tout ça qui sont présentés, eh bien, il y a Illuminor, qui est vraiment la grosse portion du festival artistique. Et donc ça, c'est quoi? C'est, bon, un parcours immersif de lumineux. Donc, c'est des créations. Cette année, il y en avait 15. Ce sont des artistes le plus souvent québécois, mais qui viennent d'un peu partout aussi, qui vont créer des œuvres interactives. Donc, il y en a qui sont projetées sur les murs. Il y en a qui sont carrément, bon, physiquement, on peut entrer à l'intérieur, on peut jouer avec ces œuvres-là. Il y en a parfois qui nous racontent des histoires, qui nous apprennent des choses. Et bon, tout ça est construit alentour de la lumière, bien sûr, qui sont des jeux lumineux et tout ça. Et ça a fait, on voulait montrer que Montréal était une ville intelligente, une ville numérique. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut dire que Montréal se démarque avec le festival. C'est un peu comme un festival dans un festival, Illuminor, si on veut. Et c'est ça qui fait rayonner Montréal surtout. Et c'est ce qui est très médiatisé comme œuvre, beaucoup. Surtout avec le 375e qui a eu lieu l'année dernière, le Montréal en lumière, avec l'illumination du pont. Ça va comme tout ensemble. En 2017, c'est ça. Il y a il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans. C'est là que ça a été créé à ce moment-là. Et depuis, c'est super populaire. Et encore plus, on invite les gens à venir. Et vu que c'est gratuit, vu que c'est à l'extérieur, eh bien, on n'a pas besoin de... Si on a envie, bon, de vraiment profiter de l'hiver, si on veut, eh bien, on reste et on se promène dans ces parcours-là. Et c'est vraiment, bon, c'est très, très impressionnant qu'est-ce qu'ils arrivent à faire. Ce sont des créateurs. Il y en a, par exemple, il y en avait qui c'était avec de la musique. Il y en a que c'est des créations, des dessins animés, si tu veux. Des humoristes aussi. Oui, mais ça, les humoristes, c'est plus, bon, par exemple, à côté, où on va pouvoir aller voir... Oui, c'est ça. Il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment un festival qui regorge dans la culture, qui regorge dans l'art et qui se mélange comme ça. Mais moi, c'était vraiment le volet gastronomique que je trouvais intéressant à aborder parce que c'est ce qu'on connaissait très peu, en fait. Bien, Cybèle, c'est très, très bien vendu. On a l'eau à la bouche. On va aller voir ça. Bien, j'espère. Un gros merci. On se revoit dans 2 semaines. Ben oui, bonne journée. Merci. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ève Amabili-Rivet. Salut. Salut. Gestionnaire des relations avec l'école et la communauté pour Alloprof, donc fameux alloprof.qc.ca. Premièrement, bienvenue sur le plateau. Merci. Merci. Donc, Alloprof, tu peux nous faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'est? On a tous entendu Alloprof, parce que ça fait quand même un certain temps que c'est présent, mais il y a des nouvelles choses qui se passent, puis il faudrait qu'on mette les gens au courant. Oui. Okay. Donc, Alloprof existe depuis 23 ans, donc ça a été fondé en 96. Ça fait quand même un petit moment que ça existe, puis c'est vraiment un service gratuit d'aide aux devoirs pour tous les élèves de la province, donc autant de première année de primaire jusqu'en secondaire 5. OK, et ça, c'est le fun. Oui, c'est vraiment bien. Donc, c'est des services pour les élèves, mais on a aussi développé un volet pour les parents. Donc, c'est aussi un soutien avec Alloprof Parents, des outils pour les parents. Pour ce qui est des élèves, on divise nos services en 2 catégories. Donc, on a tout le contenu qui est sur le site Internet. On a des vidéos, des fiches notionnelles. On a un service d'exercice. Donc, il y a beaucoup d'outils des jeux, surtout pour le primaire, des jeux éducatifs. Mais on a aussi le volet d'échange direct avec nos profs. C'est-à-dire? Ça, c'est intéressant parce que souvent, les parents sont à la maison, on arrive avec les devoirs, puis les masses de secondaire 3 sont peut-être un peu loin. L'algèbre, on s'en sert pas à tous les jours. Des fois, avoir un petit peu de backup, comme on dit. Exactement. C'est justement là, un élève qui est à la maison avec son parent, il a un devoir à faire. Le devoir est peut-être un peu plus compliqué. Le parent a de la difficulté à pouvoir aider, ce qui est normal. On peut appeler Alloprof. L'élève peut tout simplement appeler. On a une centaine d'enseignants. On est même rendu à 120 là, si les chiffres sont exacts. Là. Wow. Autour de 120 profs, des enseignants
puis un brevet d'enseignement, donc des professionnels qui vont enseigner 2 jours dans des classes, puis le soir viennent travailler dans nos 3 bureaux, Montréal, Québec et Saguenay. Donc l'élève appelle, dit bon, ben bonjour, j'ai une question dans mon devoir, tel manuel, page 25, numéro 3, pouvez-vous m'aider? Wow. Le prof va c'est chercher... à ce point précis, là. Il n'y a pas de flou, de... Ouais, il me semble que c'est vraiment appuyé, là. Et oui, tout à fait. Puis on a tous les manuels scolaires qui sont utilisés dans les écoles. Wow. Donc là, le prof va aller chercher le manuel, va aider l'élève, page 25, numéro 3, tout ça. Puis c'est un service direct. On prend le temps nécessaire avec le jeune pour vraiment l'accompagner pour que ce soit clair, qu'il se sente rassuré, écouté. Voilà, donc on peut faire ça par téléphone. Pour les plus vieux, le texto. Ah, ça se fonctionne aussi par texto. Ça, c'est intéressant parce que la plupart du monde en bas de 25 ans aujourd'hui, un téléphone, c'est ça ne sert pas à téléphoner nécessairement. Puis c'est des échanges rapides. On veut que ce soit le fun, que ce soit court, précis. Donc c'est comme la même chose avec le service texto Alloprof. Donc c'est comme avoir un prof juste à côté de toi sur son cellulaire qui peut aider, donner des explications, accompagner. On a un service de cyberprof qui est tout nouveau, qui est vraiment... Donc, ça se passe en ligne, encore en une ligne, fois? oui. L'élève va sur la plateforme Alloprof, se connecte au cyberprof, puis il y a un échange d'écran finalement qui va se faire. C'est comme un tableau blanc. L'élève va se connecter à la plateforme, puis son écran va devenir un tableau. L'enseignant va pouvoir, en temps réel, en temps direct, donner des explications. Interagir les deux sur le même tableau. C'est ça, exactement. Wow. Donc, glisser des visuels, faire des... Comme si c'est ça, comme si c'est un tableau en classe, mais sur l'écran de l'ordinateur de l'élève. Ben, écoute, moi, j'ai quelques chiffres ici, là, puis tu peux m'aider à les décortiquer une petite affaire, là, ça serait bien. Alloprof a déjà aidé plus de 100 millions de jeunes, dont 22 millions l'année dernière seulement. Donc, il y a moins de 22 millions de jeunes au Québec, mais c'est des appels répétés. Donc, une fois que le jeune a eu un coup de main, écoute, on se sent rassuré, on peut se fier là-dessus, ça donne des résultats au final. Exactement, c'est ça. Les 22 millions, là, c'est juste pour la dernière année, puis c'est des accompagnements. Donc, le nombre de fois que des élèves nous ont appelés, nous ont texté, mais qui sont allés aussi essayer nos vidéos, les exercices, donc qui ont pris l'initiative de prendre leur apprentissage en main et qui ont fait l'effort d'aller trouver de l'aide. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont touchants pour Alloprof. Puis pour ce qui est des parents, ou sinon les parents le tout petit, tu parlais tout à l'heure de jeux. Comment? Donne-moi un petit peu un tour d'horizon de ce qui se passe à ce niveau-là, puis ça se destine à qui? Donc, on a sur la plateforme Alloprof, on a une dizaine de jeux maintenant, des jeux éducatifs. Donc, c'est sûr que pour les élèves du primaire, c'est une bonne façon de se pratiquer en jouant, de pratiquer ses mathématiques. Avec Fin Lapin, on a des jeux pour la pratique des mots de vocabulaire, de l'anglais langue seconde. On a français, mathématiques, géo. Puis le jeune va jouer, puis sans vraiment s'en rendre compte, bien, il va pratiquer des notions, il va pouvoir... Justement, nous, on veut toujours ajouter un petit côté humoristique, ludique sur la plateforme. Garder ça intéressant, un petit snap. Exactement. Puis vous avez parlé des parents. Je vous ai parlé du service Alloprof parents. Oui, ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme inquiets. Ils reconnaissent peut-être plus le système scolaire qu'ils avaient vu plus jeune. Puis là, il y a des petits questionnements. Puis on ne veut pas rater son coup. Donc, Puis c'est normal d'être inquiet. C'est quand même... bon, Alloprof parents a été créé pour répondre à ce besoin-là des parents qui se sentent préoccupés à différents moments de la vie, de l'année scolaire. Donc, Alloprof Parents, c'est un service téléphonique. Donc, les parents, au même titre que les élèves, vont pouvoir appeler, parler à des orthopédagogues, poser leurs questions pour tout ce qui entoure les devoirs. Donc, autant Alloprof, c'est les notions, le côté notionnel. Alloprof Parents, c'est tout ce qui entoure les devoirs, que ce soit le cheminement scolaire, le développement de l'enfant, la routine à l'école. Donc, ils ont des questionnements. Ils vont pouvoir parler directement à un spécialiste ou sinon utiliser la page Facebook Alloprof Parents. Puis en plus de ça, bien, sur le site Internet, il y a beaucoup de contenu, des vidéos, des chroniques qui vont être supervisées, accompagnées par des experts. Donc, Alloprof, on travaille avec des enseignants qui vont rédiger le contenu. Alloprof Parents, on va travailler avec des experts, des orthopédagogues qui vont rédiger le contenu pour aider les parents. Puis, quand on s'abonne, exemple, sur la page Facebook, on a du contenu qui est peut-être un petit peu, peut-être pas au compte-goutte, mais au day-to-day, à chaque jour, on a des petits trucs. Puis, tu vois, ça, j'avais pas vu ça. Puis, on fait un petit bloc-notes, là. Oui, c'est ça, parce qu'avec Alloprof Parents, on va souvent suivre des moments clés de l'année scolaire. Donc, là, on a un dossier sur la persévérance scolaire. Donc, c'était la semaine de la persévérance scolaire l'année passée. Donc, on va avoir des dossiers sur les examens, la rentrée scolaire. Donc, différents moments de l'année qui peuvent être un peu plus préoccupants pour des
les parents. Donc, dans ce dossier-là, sur le site Internet, on va avoir des articles, des vidéos. Donc, vraiment du contenu pour outiller les parents puis rassurer, justement. OK. Et puis pour les gens à la maison, les adresses pour te rejoindre, premièrement, c'est gratuit. Tout est gratuit. Ça va le rester. On aime ça quand c'est gratuit. Oui. Donc, alloprof.qc.ca. Ensuite, sur Facebook aussi. Oui, on a une page Facebook Alloprof, Alloprof Parents. Puis vraiment, sur le site là, Internet, toutes les informations vont s'y retrouver avec les numéros de téléphone pour les textos, téléphones et autres. Ben, un gros merci, Ève Amabili-Rivet, pour Merci Alloprof. beaucoup. Ça fait Ben, plaisir. écoutez, à la maison, vous savez quoi faire. 45e mondial des métiers qui aura lieu en Russie, à Kazan, en Russie, au mois de août 2019 prochain. Et puis, on a 2 candidats potentiels de Laval, de la région lavalloise, qui sont tous deux, ben, premièrement, Alexandra Boivin, jardinière paysagiste, et Sébastien Bessette, aussi jardinier paysagiste. Donc, les deux, vous êtes choisis pour prendre part au processus d'entraînement menant au 45e mondial des métiers. Donc, premièrement, mondial des métiers, il y a 15 candidats du Québec. On en a 2 ici aujourd'hui. Donc, vous êtes comme la crème de la crème pour nous. Vous allez nous représenter là-bas. Parlez-nous un petit peu de qu'est-ce que présentement, pour vous, représente le mondial des métiers. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une compétition de juste des jardiniers ou c'est vraiment un petit peu de tout? Bien, c'est un peu de tout. Il y a plusieurs métiers qui participent. Il y a mécanique automobile, machinerie lourde, nous autres. Il y a combien de métiers environ? Je pense cinquantaine. Ça se peut. Il y a plus d'une cinquantaine de métiers Ouais, qui sont représentés. Oui, puis c'est tout du monde de 19 à 21 ans. Ouais, exact. Donc, vous êtes tous, ce qu'on pourrait dire, rookie dans le domaine. Vous arrivez, vous êtes motivés, vous voulez faire vos preuves. Puis là, c'est comme, on s'en va se pogner contre les Russes. C'est ça? Ça ressemble à ça. OK, cool. Puis c'est quoi, au juste le procédé, le processus pour, être sélectionné au stade où vous en êtes et par la suite, vous élever au rang pour pouvoir vous qualifier pour la Russie puis vraiment représenter le Québec? Bien, dans le fond, faut participer à un DEP, faire un DEP, peu importe, c'est ça, il y a coiffure, mécanique, il y a plein Donc, un de- diplôme d'études C'est ça. professionnelles? Puis OK. là, rendu là, ben ils te choisissent ou sinon, toi, tu peux dire, ben moi, j'aimerais ça participer. Puis là, ton DEP va sélectionner, mettons, une personne. Nous, c'est 2 parce que c'est en équipe. Après ça, tu fais les Olympiades québécoises qui sont à Montréal, normalement, là. OK. Puis ensuite, ben si tu gagnes, mettons, la médaille d'or, ben là, tu t'en vas aux Canadiennes. Qui va se passer à Halifax, c'est ça? C'est ça. Nous, on a déjà fait une Canadienne, Déjà, OK. ouais, à Donc- Edmonton. Ouais. Puis dans le fond, là, cette année, c'est tout nouveau. Là, ils choisissaient 2 équipes. Parce que Puis, d'habitude, c'était une. Ben c'est oui, ça? d'habitude, c'est une, puis tu es directement aux mondiaux. Mais là, ils choisissent 2 équipes, puis tu fais d'autres entraînements, puis tu as une autre Canadienne. Puis là, après ça, tu peux participer aux mondiaux si tu gagnes. Donc, ça s'en vient vraiment, là. C'est de plus en plus effilé, plus en plus précis, plus en plus performant. Est-ce que ça vous fait peur? Sérieusement, là, on se parle de même, là. Tu sais, tu fais ton DEP, t'es le matin, mardi matin, tu regardes tes affaires, puis tu dis, ah, moi, je m'inscris à ça, tiens. Mais là, un coup que t'es choisi, là, est-ce que les petits papillons commencent à se faire aller, faire, oh, je viens de m'embarquer dans quelque chose de pas pire, là? Je te dirais peut-être au début, là, vu que c'est une expérience que pas grand monde peut vivre non plus. Là. C'est un petit peu stressant, mais à la longue, ça va bien. Là. Je veux dire, on a fait 4 compétitions à date. Là. On est allé en Chine aussi, on est allé en France. Oui. Ouais. Puis juste ça, ça nous a permis de pratiquer puis nous améliorer aussi, là, voir nos points forts, nos points faibles. Puis ces 2 expériences-là au préalable, c'est quoi, mettons, vous arrivez, la première expérience, c'était où? C'était en Chine au départ? Non, c'était à Montréal. C'était à Montréal, la première. Un coup, vous passez cette étape-là, là, c'est-tu, yo, j'ai réussi, ou c'est comme, aïe, c'était plus tough que je pensais, puis j'ai hâte de voir ce qui s'en vient, là. Bien, tu sais, on est vraiment, vraiment fiers. Un coup qu'on le fait, là, c'est toujours au début, on est stressé, puis un coup qu'on l'a fait, qu'on soit premier, qu'on soit dernier, là, tu sais, je pense qu'on est vraiment fiers de l'avoir fait, puis... Puis là, il y a une séance d'entraînement pour ceux qui vont, tu sais, développement technique, préparation psychologique. Là, c'est un petit peu comme les Olympiques de vos métiers, là. Parle-moi un petit peu de la préparation psychologique, là. OK, la technique, c'est peut-être de travailler sur vos techniques particulières dans chacun de vos métiers. Mais au niveau de la psychologie, là, c'est quoi la motivation? Avez-vous comme un coach à côté, puis une plante des fleurs, puis let's go, ou comment ça marche, là? J'ai de la misère à le percevoir. Ben, je peux y aller. Ben, c'est sûr qu'on a un entraîneur. Au fond, elle est là, au fond, vraiment pour nous supporter, nous donner des meilleures techniques de travail. Mais pas là vraiment pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Ouais, c'est pas comme un entraîneur à côté, là, comme c'est quelque chose en train des Olympiques. OK, des push-ups et tout, là, c'est pas ça du tout, là. Non, c'est juste là vraiment pour nous supporter puis
nous amenait au meilleur de nos capacités. Puis, dans ce processus-là, chacun pour vous, rapidement, c'est quoi la découverte, le petit... tu sais, tu parlais, hey, je suis vraiment fier d'avoir fait ça, j'ai réussi ça. Mais, mis à part cette découverte de, oh, I can make it, je suis capable de le faire, c'est quoi que tu as découvert sur toi-même et toi aussi, personnellement, que, hey, j'ai fait ça, ça t'apporte quoi? Et comment la vision a changé là, par rapport à votre métier? Si ça a changé. Bien, c'est sûr que, mettons, pour ma part, là, c'est vraiment la confiance en moi qui a augmenté vraiment. Là. Puis, tu sais, tu travailles toujours sur toi-même quand à chaque compétition, là, tu t'améliores tout le temps. Puis, surtout, tu sais, des fois, là, le stress, bien, tu apprends à le gérer. Puis, c'est vraiment juste le mental, je trouve. Là. Tu sais, côté... c'est plus dans les entraînements qu'on va développer le côté technique, là, mais rendu en compétition, là, c'est vraiment le mental. Ça se passe là. ici, Ouais. là. Pour toi, Sébastien? Ça m'a juste donné un petit plus sur moi-même, au fond, de me dire qu'il y a des affaires que je pensais pas être nécessairement capable de faire, puis qu'aujourd'hui, je me dis, ben j'ai pas de problème à le faire. Ça m'a permis à moi-même de me développer, au fond, sur toutes les visions qu'on peut imaginer, là, sur le travail, puis sur vraiment, on peut dire, juste l'équipe en tant que telle aussi. Oui, parce que ça Des fois, renforce c'est les pas liens. facile, Là. des fois, c'est plus facile. On l'a vécu. Fait que là, vous êtes une équipe. Donc, vous êtes allé en France, vous êtes allé à Montréal, vous êtes allé à Halifax, vous êtes allé en Chine, vous allez... Moi, je pense que vous allez en Russie aussi. Là. Je ne veux pas vendre le punch, mais je suis pas mal sûr de mon coup. Donc, vraiment, c'est une belle aventure pour vous. Puis au niveau de la chimie de l'équipe, au départ, vous êtes comme 2 étudiants, puis c'est comme, bon, on va faire ça ensemble. OK, salut, moi, c'est un tel, moi, c'est un tel. Oui, c'est ça. La chimie, justement, ça va bien. Là, on sent... c'est j'imagine que vous êtes bâti, plus là. proche, là. Ouais. Pas mal, là. Fait quasiment 1 an qu'on s'entraîne, là. Fait que... OK. Fait que là, vous commencez à être comme 2 policiers dans le char. Là. Vous apprenez à vous connaître. Là. Un peu. OK, cool. Ben écoutez, Alexandra Boivin, Sébastien Bissette, les 2 jardiniers paysagistes, en lice pour le 45e mondial des métiers qui se tiendra en Kazan, en Russie, au mois d'août 2019. Le mot de Cambronne pour la suite, sérieusement... kick some ass, comme on dit. All right, gang, un gros merci. Pour suivre ça, Facebook, Instagram, allez faire le tour. À la chronique cinéma cette semaine, de retour Nicolas Vincent Poirier, notre chroniqueur cinéma, ainsi que la mascotte du show, la belle Amy. Amy, comment ça va? Ben ouais, ça pas C'est pas son nom, elle est tranquille. Oui, non, Faut c'est pas, ça. Elle se promène pas sur le plateau. On a eu de la misère à C'est la ça. soir, sincèrement. Alors aujourd'hui, tu nous parles de l'Oscar du meilleur film de l'année, qui est The Green Book. Oui. Pour ceux qui n'ont pas vu The Green Book, en 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale lors d'une tournée de concert. Durant leur périple à Manhattan jusqu'au sud profond, ils s'appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur où ils ne refuseront pas de servir Shirley, où il ne sera pas humilié ou maltraité. Donc, ça a une connotation historique, ça. Exactement. Ben, vraiment, c'est un fait vécu. Ouais. Mais aussi, bon, le Green Book, c'est pas un titre qui nous dit grand-chose, mais c'est ça. De 1933 à 1966, c'était le petit livre vert, c'était un livre que les Noirs utilisaient parce que c'est pas tous les endroits aux États-Unis, quand on voulait voyager, qui acceptaient Vraiment les pas. Noirs. Ouais. Donc, il y avait besoin de ce livre-là. Est-ce que ça faisait partie du fameux Underground Railroad où est-ce qu'on sortait des esclaves pour les amener au Canada? Ou, Non, ça n'a vraiment? pas, OK. non, ça n'a pas de lien avec ça. Ça, c'était D'accord. bien avant, ça. Ouais, OK. Cours d'histoire, Stéphanie. Et bon, dans ce film-là, bon, tu as un bouncer qui est interprété par Viggo Mortensen et un pianiste noir qui est interprété par Mahershala Ali, qui a gagné Ouais. le score pour le meilleur acteur de soutien. Et bon, vu qu'ils sont ensemble, un est noir, un est blanc, ils peuvent pas nécessairement tout le temps aller aux mêmes endroits, au même hôtel, au même Parce qu'à restaurant. cette époque-là, c'était très mal vu. là. C'était Exactement. impensable d'avoir un ami noir. C'est fou, pareil. C'est ça. Et même le personnage du bouncer, au début, bon, on comprend qu'il est raciste, comme beaucoup de gens l'étaient à cette époque-là, malheureusement. Et bon, justement, il veut pas accepter le poste au début de chauffeur pour la tournée de ce ce type-là, pianiste-là. ben ouais. Parce que, tu sais, bon, ce gars-là, bon, il y a une famille, il essaye, on comprend qu'il essaie de survivre. C'est un bouncer, mais aussi, il essaye de faire... un moment donné, il s'en va dans un concours de hot dog pour se faire un peu d'argent, là, tu sais, là. Il essaye...
il essaye de joindre les deux bouts tout Ouais, le temps. tout simplement. Et à un moment donné, on lui donne une bonne offre, un bon salaire pour se promener pendant quelques semaines à travers les États-Unis. Et ce pianiste-là, qui est très connu dans un certain milieu, l'est un peu moins du grand public. Donc, personne ne sait c'est qui. Donc, on ne le reconnaît pas, c'est pas une grande vedette, mais pour ceux qui sont, pour les riches, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont un petit peu plus éduqués, les autres le reconnaissent. Ouais. Et lui, il n'a pas besoin d'aller dans le sud des États-Unis, là où, mettons, c'est pas un C'était bon très endroit. difficile, ouais. Il n'y avait pas besoin d'aller là, il y avait une bonne notoriété plus au nord. Mais bon, quand même, il a décidé d'y aller par principe, pour faire découvrir sa musique aussi et pour montrer que, tu sais, regarde, on n'est pas si On est différents du que ça. monde, puis c'est tout. C'est ça. Et ce film-là est réalisé par Peter Farrelly. Et ce gars-là, peut-être que le nom vous dit rien. Non, mais ces films vont nous dire quelque chose. Oui, La cloche et l'idiot avec Jim Carrey, There's Something About Mary. Des classiques de 1900 fait plus. C'est ça. Des comédies qui ont marqué ma jeunesse. Vraiment, ouais. Et c'est son premier film dramatique quand même. Il faut le faire, là. Son premier film dramatique, lui, il gagne pour le meilleur scénario original. Il gagne pour le meilleur film de l'année aussi. Tu sais, c'est quelque On chose... s'y attendait pas, finalement. Ou est-ce que la machine politique de Hollywood a fait son effet? Finalement, on pouvait s'en attendre un peu. Écoute, il y a la machine politique de Hollywood, mais il y a aussi le fait que l'année passée, les Oscars, il n'y a pas eu tant de visionnement que ça comparé aux autres années d'avant. Donc, il faut trouver une façon de générer de l'intérêt auprès du public. Alors là, on est arrivé avec la brillante idée, on va faire une nouvelle catégorie, le film populaire de l'année. Évidemment, ces temps-ci, c'est des Oscars qui auraient tout été au film de Marvel pour la plupart. Techniquement, on se serait attendu à ça si on se base juste sur les chiffres et non la politique. C'est ça. Est-ce que c'est le lobby de Marvel peut-être qui a poussé ça un petit peu? Est-ce que aussi c'est le lobby de Netflix qui a fait en sorte que... Ça bouge beaucoup, hein? Ils embrassent des affaires Netflix. Ils sont partout, là. C'est ça, parce que Hollywood, et c'est sûr que ça apporte Netflix, ça apporte énormément de jobs à tous les artisans d'Hollywood, mais les distributeurs et tout ça, eux, de leur côté... Eux, ils mangent leur bas en bon québécois, là. Ben, c'est qu'ils ont un petit peu peur de ça, tu sais. Pourquoi aller voir le film au cinéma? Pourquoi payer pour la location quand tu peux juste aller... Tu payes un certain montant par mois, puis... Ouais, mais il y a quand même l'expérience d'aller au cinéma que, tu sais, ça, c'est un trip que t'as beau avoir un cinéma maison chez toi, le meilleur popcorn et tout, dans ta petite couverte, c'est quand même une expérience qui est le fun, non? Oui, c'est ça. Et le cinéma maison va jamais remplacer le vrai cinéma. D'ailleurs, en 2009, avec le film Avatar, qui a été le film qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma jusqu'à date. Quelque chose. Mais à partir de ce temps-là, pendant quelques années, je sais pas si tu te rappelles, la mode 3D au cinéma, tout sortait en 3D. Il y avait des télé 3D qu'on pouvait acheter. On peut encore les acheter. On peut encore, mais... Mais on n'a pas de film qu'on peut regarder dessus ou presque. J'en vois pas tant que ça. Mais à cette époque-là, les cinémas maison, les plus grosses télés, c'était beaucoup plus accessible. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens achetaient ça. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, les cinémas ont un petit peu peur. Qu'est-ce qui arrive si c'est ça qui fait que tout à coup, tu sais, là, on fabule, mais quand même, l'industrie du disque, c'est un petit peu la même chose. C'est le support physique, mais pour le cinéaste, le support physique, c'est votre billet que vous achetez, votre billet d'entrée. Exactement. Donc, si on vient à Green Book, est-ce que c'est le meilleur film de l'année? Selon toi? Moi, j'ai bien apprécié ce film-là. Est-ce que, pour moi, c'est pas le meilleur film de l'année? Il y en a tellement d'autres qui sont, mettons, aussi bons. Black Klansman, qui était aussi en nomination. Ça, c'était bon. C'était excellent, ce film-là. Vraiment. Vice, qui était en nomination aussi, c'était excellent. Et pour ceux qui ne sauraient pas, Vice, ça parle de quoi? C'est... Rapidement, parce qu'il reste 15 secondes. C'est sur Dick Cheney, le vice-président des États-Unis sous l'ère de Il a beaucoup George de vices, Bush. cet homme. Oui, et on découvre un peu plus son parcours, et c'est quelqu'un d'assez fascinant. Bon, bien, suggestion cinéma pour cette semaine. Si on va pas au cinéma, regardez Vice et Green Book. Et Green Book, évidemment. Ben, Nicolas Vincent Poirier, Amy, merci. On se voit la semaine prochaine. Oh, tu vois, elle vient de réveiller. Cette semaine, à la chronique financière, de retour, Michel-Olivier Marcoux. Salut. Bonjour. Donc, toujours chez Gestion de patrimoine ASF. Donc, nos professionnels
Oui, exactement. à notre service. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de l'investissement éthique. Oui, Oui, un sujet vraiment d'actualité. On parle beaucoup d'environnement, tout ça. Vraiment, oui. Je pensais que c'est intéressant d'en parler puis d'un peu de conscientiser les gens à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la finance et l'environnement ça fonctionne pas ensemble. C'est pas quelque chose qui va main dans la main. Fait que je voulais un peu parler de ce mythe-là, en fait, détruire un peu ce mythe-là que l'investissement, c'est pas bon pour l'environnement parce qu'il y a des façons d'encourager des entreprises qui font des pas vers des entreprises vertes, qui font des pas vers le mieux pour l'environnement. Je voulais un petit peu parler de ça. En fait, on appelle ça l'investissement socialement responsable. Okay. C'est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu, qui est de plus en plus populaire et c'est important d'en être conscient parce que même si nos valeurs nous disent qu'on veut, c'est pas bon pour l'environnement, tout ça, veut pas, il faut quand même mettre l'argent de côté parce que les fonds de pension, on a de moins en moins d'entreprises qui en ont. Puis les entreprises qui ont des fonds de pension, les fonds de pension sont de moins en moins généreux. Ouais. Fait que je trouve ça important de quand même conscientiser les gens à mettre de l'argent de côté. Puis si ça peut, en plus, on peut investir tout en respectant nos valeurs, nos croyances, on y gagne, puis c'est tant mieux pour tout le monde. OK. Donne-moi des exemples type parce que pour moi, je pense que la plupart des gens à la maison, on peut peut-être se reconnaître là-dedans. On a commencé à parler de café équitable, de café éthique, parce que les gens, les agriculteurs qui cultivaient le café étaient vraiment abusés. Puis là, c'est maintenant, le café équitable fait partie maintenant des mœurs, puis les buveurs de café vont se diriger vers ça parce que, l'agriculteur qui a cultivé reçoit son dû et ça me donne un bon café au final. Exactement. Dans le fond, il y a comme 3 grandes familles d'investissement éthique. Le premier étant tout ce qui est les facteurs environnementaux. Donc, par exemple, un placement éthique qui pense à l'environnement en premier. Donc, on va investir dans des entreprises qui vont avoir des plans de la gestion de l'eau, de la gestion du CO2, des entreprises qui vont mettre de l'avant le développement durable. Souvent, on classe ça des entreprises vertes. Ça peut être des entreprises qui font des éoliennes, des trucs comme ça, mais c'est vraiment plus large que ça. Puis quand même des entreprises qui font plusieurs pas. Puis des fois, ça peut être aussi, pas nécessairement des entreprises qui sont 100% des entreprises vertes, mais qui vont être le leader dans leur secteur. Ils vont être plus verts que les compétiteurs. Exactement. Donc ça, c'est le premier type d'entreprise éthique, si on veut. Parfait. Le deuxième, c'est tout ce qui est des entreprises qu'on investit qui vont... on va exclure plusieurs types d'entreprises. En fait, c'est on appelle ça des fonds d'exclusion. Donc, on va enlever des entreprises qui font, par exemple, des entreprises pétrolières, des entreprises qui font du tabac, des entreprises qui font du jeu en ligne. Comme en anglais, on dit des online gambling. Des entreprises de pornographie. Toutes ces entreprises-là... Tout ce qui draine le jus de la société un petit peu. Qui est un peu considéré non éthique dans la société, si on veut. Un peu dans le vice, si on veut. Donc, on essaie d'enlever ça de ce type de placement. Donc, ça, c'est le deuxième type de placement. Et le troisième, c'est au niveau de la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va investir dans des entreprises qui vont avoir, par exemple, un conseil d'administration qui est mixte, qui est bien diversifié. Au lieu d'avoir un conseil d'administration qui est juste des hommes blancs, on va avoir des femmes, on va avoir plusieurs nationalités. Le typique, pour ceux qui suivent la série Mad Men, là, les fameux hommes en veston qui décidaient tout. Là, exactement, qui fument puis qui boivent c'est plus comme ça. C'est plus comme ça, mais ça pour dire que c'est ce type d'entreprise-là qu'on va encourager. Et c'est possible qu'une entreprise ait ces 3 types de fonds-là, de types d'investissements-là. Ça arrive beaucoup quand une entreprise est verte, ils vont l'être de la tête aux pieds, si on veut. Fait qu'ils vont avoir, ils vont pas investir dans tout ce type de mauvaises choses, d'exclusion-là et tout ça. Et, le troisième type, c'était par gouvernance. La gouvernance, exactement. Et beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qui est le meilleur, dans quoi j'aimerais investir. Premièrement, par gouvernance, ça signifie quoi? Gouvernance, en fait, c'est la façon dont l'entreprise est gouvernée. C'est ça. Donc, les conseils d'administration, tout ça, comme on a parlé. C'est plus équitable, c'est plus inclusif. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, les 3 types, il n'y en a pas une de meilleure. C'est vraiment d'y aller avec nos valeurs. Qu'est-ce qui, pour nous, est le plus important? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est de ne pas investir dans encourager les entreprises qui sont négatives pour la société? Des trucs comme ça. Fait que les 3 sont bonnes. Comme j'ai dit, il peut y avoir un peu des 3 dans notre portefeuille. C'est vraiment pas un problème. OK? Maintenant qu'on a parlé de ça, c'est quoi la première étape? Si on veut se lancer là-dedans, ça nous intéresse concrètement comment on fait ça. Moi, je recommande beaucoup
beaucoup aux gens d'investir dans des fonds communs de placement, donc les fonds mutuels. Dans cette catégorie-là, on appelle ça des fonds éthiques, c'est-à-dire, encore une fois, qui sont socialement responsables. Donc, on fait affaire, on achète ce fonds mutuel-là. Exactement. Et eux ont déjà une gestion d'ensemble de nous, notre portefeuille inclut ces types d'entreprises. Exactement. Donc, on va pouvoir choisir lequel des 3 types de fonds on veut investir. Parfait. Et ce qui est le fun dans ce cas-là, c'est que c'est déjà bien diversifié. On n'a pas besoin de faire de recherche. Il y a déjà un fil qui a été apposé au fond. Ce type de fonds-là investi dans des entreprises pour l'environnement ou autre, exactement. Okay. Et ce qui est bien, c'est que c'est super diversifié, c'est moins risqué. On risque d'avoir des bons rendements à travers les années. Donc, pour des stratégies de buy and hold, achat et on retient jusqu'au moment de la vente, aux besoins à la retraite, etc. Tout à fait, exactement. Donc, c'est un bon format. C'est une bonne façon de commencer. Et une autre petite stratégie pour commencer, ce qui peut être le fun, c'est d'avoir un 10 % de son portefeuille. Par exemple, vous avez déjà de l'argent de côté, ça vous intéresse, mais vous ne voulez pas tout transférer d'un coup dans les fonds éthiques. Mettez juste un petit 10 % juste pour tremper les orteils avant de sauter complètement dans l'eau, pour que vous commenciez à vous habituer, que vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Puis mettre le pied dans l'eau, commencer à gager, enlever la nervosité de c'est quoi cette bébête-là. Voir la température, voir si c'est froid ou pas. Puis de cette façon-là, vous commencez à le faire. Puis graduellement, avec le temps, à force de vous habituer, puis si vous aimez ça, puis si vous vous sentez mieux à propos de ça, parce que c'est selon vos valeurs, ajoutez, continuez à en ajouter, puis avoir jusqu'à 100 % dans votre portefeuille dans les fonds éthiques. Parce qu'il n'y a pas de limite, dans le fond. C'est une sélection personnelle de... C'est ça. Écoute, moi, tu vois, les compagnies pharmaceutiques, exemple, cette compagnie-là, je veux pas investir là. Ou cette compagnie pétrolière, non, je trouve ça atroce, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est vraiment ça. Il n'y a pas une firme, comme chez vous, il n'y a pas une firme spécialisée dans les investissements éthiques, puis non, on ne deal pas avec cette compagnie-là. C'est vraiment du cas par cas avec les clients. C'est ça, exactement. Donc, chaque client est libre de choisir qu'est-ce qu'il veut. Et puis, si on parle un peu de rendement, parce que des fois, les gens disent... Rapidement, exactement. Est-ce que les rendements sont comparables? Il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que oui, les rendements sont comparables aux fonds qui ne sont pas éthiques. Donc, pourquoi pas encourager ces fonds éthiques-là qui sont bonnes pour l'environnement puis qui sont bonnes pour nous, pour nos valeurs, dans le fond, nos croyances. Écoute, super conseil, vraiment. Michel Olivier Marcoux de gestion de patrimoine ASF, toujours un plaisir. On se revoit dans 2 semaines. Sans faute. Salutations à tous. À Laval, il y a des hommes publics qui accomplissent un travail remarquable et nous connaissons très peu leur cheminement. Claude Larochelle, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci pour l'invitation, M. Lapierre. Ça me fait grand plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Claude Larochelle, avant d'être un homme public comme vous avez fait un cheminement. Vous avez fait des études, je suppose. Ben oui, j'ai fait des études. En fait, moi, je suis originaire d'une petite ville de la région des Bois-Francs, Plessisville. Et j'ai fait mes études à la polyvalente de Plessisville, au cégep de Victoriaville, la ville voisine. Et après ça, je me suis en allé à Québec. Et à l'Université Laval, tous mes amis s'en allaient étudier en administration, en droit, mais moi, j'ai choisi le génie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai toujours aimé les sciences et je me disais que si je m'en allais tout de suite en administration, dans un autre domaine, ça serait difficile de revenir en sciences. On ne revient pas facilement dans les domaines scientifiques. Alors que, en allant en sciences, je me disais, je me garde toutes les portes ouvertes, puis c'est un peu ce qui est arrivé. Alors vous avez fait un cours de génie? Oui. En génie civil? En génie civil, oui, c'est ça. Puis moi, c'était vraiment... les autres ingénieurs vont m'en vouloir un peu, là, mais... le génie civil, j'ai toujours trouvé que c'était le plus beau des génies, un génie très diversifié, qui touche un peu à tout, qui parle à tous les autres domaines de génie. Alors, René Levasseur a quand même construit le Manic 5. Oui, tout à fait. En fait, les Québécois ont toujours été très forts en génie civil et ont fait leur marque. Et moi, c'était vraiment l'aspect scientifique. J'aspirais pas à faire une maîtrise en génie civil, mais je m'intéressais aux sciences. Puis, alors, j'ai fait du génie au début de ma carrière, mais après ça, ça a bifurqué un peu. Alors, j'ai eu la chance de faire une longue carrière d'une trentaine d'années, surtout dans le domaine de l'énergie. Et ensuite, dans le domaine de la mise en marché, du marketing. Et dans les 10 dernières années de ma carrière, j'ai surtout travaillé dans le domaine du commerce de détail. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis consultant en commerce de détail. Oui, bon. Oui. Mais vous avez fait des études aussi en droit?
Oui, mais ça, c'est après ma carrière. C'est récent, mes études en droit. C'est récent. En fait, après 30 ans avec une grande entreprise, j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre une pause, puis je suis retourné aux études. Alors, je suis retourné en droit. À la faculté de droit de l'Université de Montréal. En fait, ça faisait 10 ans que je me disais à mes enfants, quand papa il va avoir la chance, il va retourner à l'école. Et puis, je suis retourné en droit. J'ai fait un certificat en droit à l'Université de Montréal. Puis là, ça m'a permis de faire plein de connexions, autant dans mes années en génie, en gestion, en marketing, en commerce de détail. J'ai réussi vraiment, avec le droit, à tout organiser un paquet de choses dans notre société qui, des fois, nous paraissent complexes. Puis c'est pour ça, des fois, on paye cher les avocats pour nous aider. Mais c'est pas tout. Vous aimez les études parce que vous avez aussi fait une tentative dans l'urbanisme. En fait, pendant mes études, pendant mon certificat en droit, il me restait 3 crédits pour compléter mon certificat, puis ils se donnaient le cours Histoire de l'urbanisme à la faculté d'aménagement. Puis là, je faisais mon petit lien avec mes études en génie civil. J'ai dit, je vais aller prendre ce cours-là. C'était Gérard Baudet, qui est professeur d'urbanisme émérite à la faculté d'aménagement à l'Université de Montréal. Je suis tombé en amour à ce moment-là avec l'urbanisme. Et maintenant, aujourd'hui, au moment où on se parle, ben là, je suis en train de faire une maîtrise en urbanisme. Bon, alors, comme homme public, ça veut dire que les Lavallois sont bien servis. Nous avons un citoyen qui a fait du génie civil, qui a fait du droit, qui fait de l'urbanisme une maîtrise. Alors, nos citoyens sont bien servis. J'essaie à toutes les semaines, en fait, puis la beauté c'est surtout mes études en urbanisme, à toutes les semaines, à tous les conseils municipaux, à toutes les rencontres avec les gens de la ville, j'ai l'occasion de mieux comprendre leurs besoins, ce qu'ils font, et vraiment de mieux comprendre aussi les besoins de nos citoyens. C'est vraiment important pour moi. Parce qu'il faut dire aux citoyens que vous êtes aussi conseiller municipal. Ah oui, on avait oublié de dire ça. On avait oublié de dire ça. Ben oui, vous aviez du temps libre. Oui, je suis conseiller municipal du beau district de Fabreville, qui comprend une bonne partie du vieux Fabreville, comme on le connaît, une partie de Sainte-Rose, la partie sud, et le Bergerac derrière le Costco. Alors, et le beau quartier de Champfleury où j'habite depuis 27 ans déjà. 27 ans. 27 ans à Champfleury. Vous avez une famille, vous avez des enfants? Oui, j'ai trois beaux enfants. Et c'est ça, mon plus vieux, Philippe, est avocat. Il travaille pour une grande firme montréalaise. Guillaume a été reçu, aussi avocat. Bon. Vous voyez, il y a une espèce de... vous voulez bien vous défendre, suivi. Vous pourriez faire des mauvais coups, quoi. Eh oui. Alors, en décembre, Guillaume a été reçu au barreau de Montréal. Et présentement, il poursuit des études à la maîtrise au HEC en fiscalité. Puis, il a obtenu... au mois de janvier, un stage à l'OCDE à Paris. Il est là pour 8 mois à l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris. Alors, je suis pas mal fier de mes enfants. Puis ma petite dernière, Marianne, elle, est encore en secondaire 4. Alors, elle n'a pas encore décidé ce qu'elle va faire. Formidable. Elle ne sera pas avocate, elle. Elle a dit deux dans la famille. Deux dans la famille, c'est assez. Hein? Oui, de parler de droit au souper, à un moment donné. Oui. Maintenant, comme homme public, à un moment donné, je sais que vous êtes très attaché à votre quartier, comme vous servez bien vos citoyens. Qu'est-ce qui vous motive davantage? Quels sont les besoins essentiels pour vous? Vous savez, la beauté de la politique municipale, c'est la politique qui est la plus près de nos citoyens. Quand on la compare à la fédérale, à la provinciale, c'est les besoins de tous les jours. Puis je peux vous dire que par les temps qui courent, avec l'hiver assez difficile qu'on connaît, bien, tous les jours, nos citoyens ont à se rendre à l'autobus à pied sur des trottoirs, des fois pas trop bien déglacés, utiliser leur voiture dans des rues difficiles. C'est les problèmes de tous les jours. C'est ce qui va faire la joie, la qualité de vivre dans nos quartiers. Est-ce qu'on peut aller à l'aréna? Est-ce qu'on a une place pour nos enfants pour aller à la piscine, pour prendre des cours de natation? Est-ce que la bibliothèque est bien garnie? Est-ce que les sports, les loisirs sont bien organisés? J'ai la chance, dans mon district de Fabreville, d'avoir l'Association des résidents de Champfleury qui fait un job extraordinaire avec son centre communautaire. Tous les quartiers à Laval devraient être un petit peu... Il y en a qui le font très, très bien, mais
on n'est pas encore rendu à un point où tous nos quartiers donnent à leurs citoyens ce dont ils ont besoin. Claude Rochelle, on a très peu de temps. Mais je trouve que vous faites un travail magnifique, extraordinaire. Écoutez, avoir un citoyen, un conseiller municipal qui connaît le génie civil, qui connaît le droit, qui connaît l'urbanisme, ils sont bien servis. Puis surtout, à un moment donné, vous êtes passionné par la politique, vous êtes passionné d'aider les gens. Moi, je vous remercie beaucoup du travail que vous faites et je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Bien, merci beaucoup, M. Lapierre. Puis, si je peux redonner un petit peu à ma communauté, c'est mon souhait le plus cher. Merci. Très bien. Merci. Merci. À la chronique 20, on retrouve Vicky Volikakis de chez Sélecoin. Salut, Vicky. Salut! Alors, nouveaux produits qui sortent, tout nouveau, tout chaud. Ça s'en vient. Tout à fait. On va pouvoir y goûter à la SAQ ou même, je crois que ça vient tout juste de rentrer. Est-ce que tu m'as dit? Exactement. Ça fait 2 semaines à peine que c'est arrivé. D'accord. Alors, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous présenter quelque chose pour l'arrivée du printemps. Le printemps, c'est quoi ça? Ah, c'est quand il n'y a pas de neige, c'est ça? C'est ça. OK, on va voir. OK, et puis qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Bien, alors, j'ai pas une, mais 2 nouveautés. J'ai premièrement un vin blanc italien et un vin rouge français. OK, d'accord. Alors, ici, donc, le chardonnay, Cantina Lavis. Donc, ici, on est dans le Trentin. On est au nord de l'Italie, aux frontières de l'Autriche. Et ici, on a un climat quand même assez particulier parce qu'on a autant un climat sous-méditerranéen, on a un climat alpin, puis on a un climat continental. Donc, vous avez plusieurs... Tout ça qui s'intersecte à cet endroit-là. Dans ce coin-là. Qu'est-ce que ça fait sur le raisin, puis subséquemment sur le goût du vin? Évidemment, on sent la fraîcheur dans ce vin-là. C'est pas un vin qui est très rond. Certains, par exemple, c'est vraiment un exemple, là, chardonnay californien. Californie, c'est super chaud. Certains endroits sont vraiment extrêmement chauds dans certaines régions. Ça donne des vins plus ronds. Ils les travaillent avec... Ils font du bois, donc le bois donne... La fameuse vallée de Napa, ces endroits-là. Ces endroits-là, oui. Il y en a qui font du bois, donc s'ils font du bois, ça va donner un côté vanillé, beurré, plus rond au vin. Tandis qu'ici... Ici, donc, on a fait de la cuve inox et ça l'a fait 5 à 6 mois sur les lits. C'est ça qui va donner un petit peu de rondeur, mais pas trop. Cuve inox, c'est une façon de travailler le produit? Oui, c'est ça. Au lieu d'être en fût de chêne, par exemple, là, ils vont le mettre dans des cuves en inox. OK. Et puis, au niveau du goût, ça donne quelque chose qui est un petit peu moins... C'est rafraîchissant, c'est moins croquant. boisé, C'est ça, rafraîchissant, croquant, un petit peu côté ananas, un peu côté pomme, les fruits, mais c'est vraiment bien équilibré. Donc, pour les gens, un chardonnay ici qui est bien fait, ni trop boisé, il n'est pas boisé. Fait que, les Puis il gens... n'est pas trop sucré non plus. C'est ça, on est vraiment... C'est pour ça qu'on parle d'un bel équilibre. On a seulement 4,2 grammes de sucre par litre. Bon. Très beau vin d'apéro. Un vin aussi pour accompagner nos plats de poisson, de fruits de mer, de poulet. Moi, je suis très fan des tartares de thon, de saumon, tu sais. Ça, c'est quelque chose que... Donc, ça serait un petit champion avec un bon tartare. Parfait. Et on est en bas de 20 $ seulement. Bon, en bas de 20 $, on se garde, pourquoi pas. Exact. Et pour... Et puis le nom, c'est le Cantina Lavis Chardonnay. Exactement. Du Trentin. Du Trentin, voilà. OK. Exact. Notre candidat numéro 2. Alors... La Maison Case, je vous en ai parlé aussi la dernière fois parce qu'on a parlé du Castel d'Agly-Morissec. Tandis qu'ici, là, je vous amène son petit dernier, le Cap au Sud. Cap au Sud, qui est un assemblage de Syrah et Mourvèdre à 50 de chacun. Et ici, on est sur l'appellation Pays d'Oc. Donc, on est dans le sud de la France, plus précisément dans le Languedoc-Roussillon. On travaille ici le produit en biodynamie. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais là, je me suis dit... nous rafraîchir la mémoire. Biodynamie, ça sonne pas ancestral, ça sonne, c'est le futur ou... Exact. Fait que là, vous avez la bio pour biologique, dans le fond, mais là, on va au-delà du biologique. On est dans la même lignée de pensée donc, biologique. Pas d'additifs, exact. pas de... Tout ce qui finit en ide, là, on oublie ça. Pas d'insecticides, pas de... C'est quoi dans les autres... tout ce qui... Herbicides et tout ça. Okay. Alors là, on travaille avec un calendrier lunaire. OK, ça, c'est ancestral, par exemple. Les calendriers lunaires... On travaille avec un calendrier lunaire, en fait, qui... la Lune influence
notre humeur pour certains. Ouais. Mais là, la Lune, on travaille ici avec la Lune parce que on rend la Terre ce que la Terre nous rend. D'accord. Fait que là, on a un calendrier, Ouais. vraiment, selon chaque fuseau horaire. Tu sais, comme en France, ils ont un calendrier différent parce que, bon, ils sont pas sur le même Ils ont fuseau pas la horaire même que lune, nous. ils ont OK? pas le même horizon. Hein? Tu sais, en fait, c'est la même lune, mais la lune n'est pas là au Ouais. même moment. tu On sais. partage la même lune. ouais. Exact. Puis là, mais chaque jour est différent. Ouais. Fait que là, on va avoir des journées en fruits, en fleurs, en feuilles, en racines et en boucles. D'accord. Et là, chacune des journées influence par rapport au traitement de ta vigne. Il y a des journées que tu vas pouvoir, selon la journée, traiter tes vignes avec des tisanes. Tu sais, Pour éloigner, exemple, certains types d'insectes ou des plantes nuisibles. Entre autres, les tisanes, ça va les aider. Ouais. Les insectes, ça va être plus, on va utiliser les chauves-souris. Oui, Les chauves-souris. On a nos propres abeilles, donc pour faire notre propre pollinisation, tout Donc, ça. chaque producteur se fait un micro-environnement avec tout ce qu'il a Exact. besoin pour polliniser et synchroniser le tout en micro-environnement. Tout à fait. Puis ça prend au moins 4 ans minimum. Ça prend minimum 4 ans pour devenir bio. Et après ça, c'est toi qui décides si tu veux t'en aller au-delà du bio puis de faire de la biodynamie, travailler avec le calendrier lunaire. Calendrier lunaire, moi, je fais un parallèle avec la lutherie parce qu'anciennement, les luthiers, les Stradivarius, on a entendu parler de ces violons-là, le bois était coupé un soir de pleine lune parce que la sève était retirée de l'arbre. Ça faisait un bois qui durcissait plus rapidement, etc. avait des propriétés spécifiques pour le son. Est-ce que le calendrier lunaire, c'est un petit peu la même chose? On joue avec les cycles naturels de la nature. Oui. OK, on y va avec un moment où il y a un petit peu plus de sève, Ouais. ce qui va donner un peu plus de saveur, des trucs comme ça? En fait, tu vois, si on déguste en journée fruits ou en journée fleurs, c'est idéal. Tandis que si tu dégustes en journée racines, les vins, ils se goûteront pas aussi bien que si tu les goûtes en fleurs ou fruits. Wow, OK. Et puis, rapidement, si tu peux nous parler du Cap au Sud rouge, vraiment, c'est quoi ses particularités à ce nouveau millésime? Alors, donc, Cap au Sud, c'est des vignes d'environ 25 ans d'âge. D'accord. Ensuite de ça, il y a 2,8 grammes de sucre par litre. Et c'est des fruits rouges, fruits noirs, un petit côté épice, floral aussi, on trouve. Et puis, on y va avec des viandes rôties. Les amateurs de barbecue qui sont là à 365 jours par Ça année. s'en vient. Hein? Il y en a qui le font même. Écoute, mon voisin, sur le je le vois sur le l'hiver, barbecue, là. OK, ça sent bon. Et puis même, pourquoi pas, un sandwich porc effiloché. C'est très à la mode, tout ce qui est porc effiloché, tout ça. Fait que La ça bonne pourrait chair, être le fun. la bonne. Puis encore une fois, traditionnel, planche de fromage et charcuterie, ça pourrait être très bien. Et ici, on est en bas de 15 $. Ben, un gros merci, Vicky. Ça me fait C'est tout le temps plaisir. qu'on a. Alors, à la maison, vous savez quoi faire ce soir. Allez vous déguster une petite bouteille, une petite planche de fromage et on déguste. Aujourd'hui, on est avec Alex Adou, qui est courtier immobilier chez Remax. Bonjour, Alex. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci d'être avec nous pour Merci. notre chronique Merci immobilière. d'avoir invité. Alors, aujourd'hui, on va parler de la mise de fonds. Premièrement, parce que quand on va sur un site, on veut, en tant qu'acheteur, on veut savoir combien de mise de fonds. Oui, c'est combien de mise de fonds, mais le montant de ma propriété que je peux me payer. La première question qui est posée, c'est quel est le montant de votre mise de fonds? Alors, c'est quoi, ça, la mise de fonds? La mise de fonds, c'est le cash down. Excusez-moi l'anglicisme. C'est le cash down que vous allez mettre quand vous allez acheter une propriété. OK. C'est ce que vous allez débourser, dans le fond. C'est la banque qui va vous demander une mise de fonds. OK. Tout dépendant. Puis, c'est quoi le montant de cette mise de fonds-là? Bien, qu'on tout doit dépendant de ce que vous allez acheter. OK. Je vous donne un exemple rapide. Ouais. Si vous voulez acheter un duplex, c'est 5 du prix d'achat. OK. Si vous voulez acheter un triplex, là, ça tombe automatiquement à 10 OK. Si vous avez plusieurs propriétés, bien là, vous allez tomber à 20 de mise de fonds. Tout dépendant de votre dossier, il faudra aller voir votre courtier hypothécaire ou votre banquier qui pourrait vous guider là-dessus. OK. Donc, il y a des barèmes préétablis pour savoir combien. Effectivement. Puis, il y a aussi l'histoire d'assurance, là, parce que je sais que tu peux mettre, si tu mets seulement 5 de mise de fonds, tu as une assurance à prendre, c'est ça. alors que si tu mets 20 minimum, tu sais, il y a une loi qui a changé C'est bien ça. dans les dernières années. Peux-tu nous C'est bien expliquer ça. un peu c'est quoi? La Société canadienne d'habitation de logement, c'est la SCHL. La SCHL, c'est un organisme fédéral qui vient garantir le prêt des banques fédérales, dans OK. le fond. C'est bien ça. Fait que ce qui veut dire, c'est que vous mettez 5 de mise de fonds sur votre propriété, mais il faut passer par la SCHL qui vont devoir approuver le prêt.
OK, donc c'est une assurance supplémentaire. Une assurance c'est des frais supplémentaires. C'est des frais qui vont se rajouter sur votre hypothèque. Tout dépendant du montant d'achat, dans le fond, vous allez pouvoir voir... Bien, tout dépendant du montant d'achat, la prime va être calculée, le pourcentage de la prime qui va être ajouté sur votre prêt va être calculé en conséquence. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je te suis. Ça va dépendre du montant que je mets. Puis là, bien, si j'ai 20 de mise de fonds, à ce moment-là, je ne paie pas cette taxe-là. Vous ne payez pas, c'est ça. Parce que la banque, dans le fond, ou la caisse, ils vont prendre le risque, étant donné que vous mettez 20 de mise de fonds. Vous ne passez pas par la SCHL. Ah, d'accord. Oui. Bon, là, c'est ça a changé dans les dernières années. Mais c'est les réglementations, c'est le financement qui a changé, effectivement. OK. Avant, je vous dirais, il y a 15 ou 20 ans, quand moi j'ai commencé, écoutez, vous ne deviez pas nécessairement, il y avait des prêts sur 40 ans, puis vous pouviez acheter une propriété avec 0 mise de fonds. Là. OK. Mais c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. C'est ça. Amortissement 40 ans, fini, 0 mise de fonds, fini. Puis la mise de fonds, tantôt, tu as parlé de cash down, mais de quelle façon est-ce qu'on peut faire, constituer la mise de fonds? C'est seulement du cash ou je peux aller chercher des REER? Non, vous pouvez rapper. OK. Dans Donc, le fond, aller chercher des REER. C'est ça. Vous pouvez rapper une fois, c'est le régime d'accession à la propriété, un RAP. OK. C'est si vous avez des REER, vous avez 15 ou 20 ans, je pense, pour les rembourser. OK. C'est ça. Vous allez chercher votre mise de fonds-là de 1. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un don. OK. Un don d'un papa ou d'une maman, du love money, on appelle ça. OK. Vous pouvez avoir des économies dans votre compte, dans le fond. Mais principalement, c'est du cash puis c'est du REER. C'est ça, effectivement. Puis ça, le REER, parce que j'avais entendu dire qu'on pouvait utiliser ça seulement pour la première propriété. C'est ça, pour la première propriété. Vous ne pouvez pas rapper 2 fois. C'est une fois dans la vie, ça, dans le fond. OK. Fait que c'est encore vrai, ça. C'est encore vrai, oui, c'est bien ça. Puis comme moi, dernièrement, je me suis acheté un duplex. OK. Puis donc là, Puis là, on m'a dit qu'étant donné que je n'étais pas propriétaire occupante... Il fallait mettre 20 de mise de fonds. Exactement. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui a un impact sur le montant de ma mise de fonds. Certainement, certainement. Juste à cause de la situation que vous m'avez décrite, vous devez mettre 20 de mise de fonds, mais... Parce que vous ne l'habitez pas, vous tombez comme investisseur. D'accord. C'est bien ça. Si vous auriez mentionné que vous vouliez l'habiter, votre duplex, là, ça aurait changé la donne. Il aurait étudié votre dossier, puis peut-être qu'il vous aurait accepté avec 5 ou 10 de mise de fonds. Mais la plupart du temps, un deuxième achat, c'est 10 de mise de fonds si vous l'habitez. OK. Donc, il y a vraiment plusieurs variables qui peuvent déterminer le montant de la mise de fonds. Ouais. Donc, la meilleure personne à consulter pour savoir votre courtier hypothécaire, votre banquier. OK. Parce qu'il peut peut-être avoir différentes petites stratégies. Certainement. Tu sais, il faut juste, dans le fond, prendre le temps de trouver des bonnes idées, être créatif, puis tout peut se faire. Puis, en ce qui concerne le vendeur, lui, est-ce que ça a un impact pour lui sur la mise de fonds que l'acheteur va mettre? Pas nécessairement, non. Puis quand le vendeur a plusieurs propositions d'achat... Plusieurs promesses d'achat. Plusieurs promesses d'achat. Ça, on voit ça, on entend ça souvent. Ouais. Moi, j'ai entendu, parce que quand même, le marché est assez actif. Il est en feu en ce moment. Oui, c'est ça. Pour un vendeur, d'avoir un acheteur qui avait tout le cash, c'est plus intéressant pour lui. Très, très bonne question en passant. Oui, très bonne question. Je vous donne un exemple. Vous avez 3 promesses d'achat, 3 acheteurs différents. Ouais. Le premier met 5 de mise de fonds, puis il prend un gros prêt. Le deuxième, il met 10 et le troisième, il met... On va donner un exemple, il met 20 Bien, c'est sûr qu'en tant que vendeur, moi, je vais aller avec celui qui a le plus de liquidité, qui met le plus de cash down possible. C'est celui qui met 20 Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le plus de chances de passer à la banque. Ah, certainement. Plus vous mettez du comptant, plus vous mettez une plus grosse mise de fonds, bien, la banque, eux autres, le risque diminue. Fait qu'ils vont vous accorder le prêt plus facilement. Sauf que si ces 3 acheteurs-là ont bien fait leur devoir et ils sont tous les 3 préapprouvés par la banque, dans le fond, normalement, ils devraient être égaux. Oui, c'est sûr, ils devraient être égaux, mais n'oubliez pas, même si les 3 sont préapprouvés, puis celui qui met le plus de cash possible, moi, personnellement, j'ai tendance à aller avec celui qui va mettre le plus de mise de fonds possible, parce qu'à mes yeux, c'est le plus solide. C'est lui qui investit le plus de ses poches. OK. Puis peut-être que d'avoir 3 acheteurs comme ça aussi, ça permet de faire une bataille de prix. C'est bien ça, on appelle ça de la surenchère. C'est bien ça. Mais, comme je vous disais dans une chronique précédente, vous ne pouvez pas divulguer le prix, ni les informations. Non, c'est la loi sur... le courtage immobilier. On apprend tellement de choses avec toi, Alex. Bien, merci. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Merci.
c'est ce qui complète Info TV Laval cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Dans quelques instants, Bingo TV Laval. Oh, mesdames et messieurs, 3 500 $ en lot à gagner, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Pour information, vous procurez des cartes de bingo et gagnez vous aussi 3 500 $ en direct de votre salon, tvrl.ca ou facebook.com/TV Laval 9 ou Bingo TV Laval. Jusqu'à la semaine prochaine, Stéphanie Léveillé-Denis, c'est un rendez-vous.